Ce soir, c'est une actrice et humoriste française que nous recevons sur notre plateau. Elle a été découverte dans la série télévisée Caméra Café, où elle incarnait le rôle de Maëva Capucin. Depuis, elle a fait bien du chemin, tournant notamment sous la houlette de Colline Serrault dans La Belle Verte. On l'a aussi vue dans Les Visiteurs 2, Le fabuleux voyage d'Amélie Poulain ou encore dans Les Couloirs du temps. Elle s'est également illustrée dans des publicités ou dans des téléfilms. Et ce soir, elle vient nous parler de la pièce dans laquelle elle joue en ce moment. On va y revenir dans quelques instants. Cette comédienne, c'est Armelle. Bonsoir Armelle. Bonsoir Ariane. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, on va commencer par le commencement. On vous connaît sous le nom d'Armelle. Personnellement, je ne me souviens même plus de votre nom de famille. Je ne sais même pas si je l'ai su un jour. Pourquoi ce choix c'est finalement assez atypique pour une comédienne de ne communiquer que sous son prénom et pas sous son nom? Alors en fait, c'est une tradition que moi j'aime beaucoup, puisqu'il y a eu Mademoiselle Réjeanne, Mademoiselle Arletty, Mademoiselle Mistinguett. Ça se faisait beaucoup autrefois. Les actrices, c'était juste un prénom. Et même encore il n'y a pas si longtemps, Miou Miou, Anémone, Zabou. Alors j'aime bien cette tradition. Et comme par ailleurs, j'ai un nom polonais un peu compliqué à prononcer, à écrire. Du coup, c'est aussi simple de me redire le prénom. Voilà. Et je trouvais que ça marchait bien. Donc ça s'est fait comme ça. Alors cette pièce de théâtre dont je parlais à l'instant, elle s'intitule « Quelle famille ?» Vous jouez notamment aux côtés de Jean-Pierre Castaldi et vous interprétez Marie Kiki. Marie Kiki, c'est une mère de famille débordée, totalement bourgeoise, un peu surexcitée, il faut le dire. Et alors dans la pièce, votre mère, Denise, qui a pris la fâcheuse habitude de vous solliciter à chaque fois qu'elle a un problème, débarque chez vous. Elle vous annonce son intention de divorcer après 40 ans de mariage, mais c'est pas la seule à débarquer chez vous. Si bien que la situation va un petit peu se compliquer. Il y a un immense déballage de linge sale en famille. On va regarder tout de suite la bande-annonce et puis on en parle tout de suite après. Très bien. Maman pense que papa la trompe. Ça sonne, on pense que c'est papa. Elle dit non, je veux pas le voir, elle va s'enfermer dans le bureau. Parce que je ne voulais plus le voir. Alors, Super Papé arrive, il nous annonce qu'il veut divorcer. Je ne sais pas qu'elle-même a l'intention de quitter son mari. Aïe, aïe, aïe. Non mais papa, enfin, à votre âge. Comment ça, à mon âge? Là, il y a ma fille qui déboule. Mon arrière-petite-fille, qui était en voyage de noces, et qui elle aussi divorce. C'était la pleine lune, je ne sais pas, tout le monde voulait divorcer. Si elle vous a dit qu'elle voulait divorcer, pour quelle raison? Mais la raison principale du divorce, c'est le mariage. Elle veut divorcer en disant que son mari est un con. Mais quelle famille de fous! Elle s'est enfermée, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on est vraiment dans du théâtre de boulevard. Le boulevard, c'est un genre que vous, personnellement, vous affectionnez beaucoup. Oui, j'aime beaucoup le boulevard. C'est vraiment, comme vous dites, un genre, c'est un style qu'il faut honorer avec des codes très précis. Je pense que le boulevard est au théâtre classique ce que l'opérette est à l'opéra. Et donc, il y a vraiment des codes et des choses techniques très précises à savoir faire. Et donc, c'est comme un exercice de style. Et là, c'est vraiment au théâtre ce soir. Absolument. Alors, quand on pense théâtre de boulevard, on pense à Feydeau, évidemment. Est-ce que vous avez en tête des pièces, que ce soit de Feydeau ou d'autres auteurs, qui vous ont marqué, dont vous pouvez éventuellement vous inspirer parfois dans votre jeu, ou en tout cas qui vous ont particulièrement plu? Oh, ben oui, il y a tout le répertoire de Feydeau, il y a toutes les pièces, Le Canard à l'Orange, Les Visons Voyageurs, tous ces standards du boulevard, toutes ces émissions de mon enfance au théâtre ce soir qu'on a tous tellement aimé. Et nous, on rend hommage à ça avec les mêmes codes, un décor très années 70, ça se passe dans les années 70, on est habillé années 70, oui. Moi j'ai la robe avec les épaulettes de Goldorak. Et puis à la fin, on présente tout le monde, les décors, les costumes, comme au théâtre ce soir. C'est un genre qui reste relativement à la mode, quand même, le boulevard. Oui, là, j'ai l'impression qu'il y a un revival, oui. Grâce notamment à Michel Faux, qui a fait un magnifique travail avec Fleur de Cactus. Je pense qu'il y a une petite nostalgie de cette époque, qui était une époque très douce, et que, jusqu'à ma génération, les gens ont encore bien connue. Alors, cette pièce, c'est un texte de Francis Joffo. Qu'est-ce qui vous a séduit quand vous avez découvert le texte de la pièce? La construction est remarquable, parce que pour qu'une pièce fonctionne, il ne faut pas seulement du blabla et des vannes, il faut une construction, il faut une histoire. Et là, c'est remarquablement construit avec la boule de neige qui se fait avec 1 divorce, 2 divorces, 3 divorces, 4 générations. On est 7, ce qui est assez rare aujourd'hui au théâtre. Donc il y a l'arrière-grand-père, les grands-parents, les parents et les petits-enfants. C'est pas mal, hein? Alors, effectivement, tout le monde divorce, se séparer, on va y revenir, mais justement, je vous demandais ce qui vous avait séduit dans cette pièce, et ça m'intéressait de savoir ce qui, de manière générale, au-delà même de cette pièce-là, fait que vous acceptez ou pas un rôle. Est-ce que vous avez des critères ou est-ce que c'est vraiment au coup de cœur? C'est l'amusement. J'aime m'amuser.
Et puis une pièce, c'est souvent une aventure de très longue haleine. Parce que là, on l'a joué 3 mois à Bordeaux, ensuite on est en tournée jusqu'au mois d'avril et on refera une tournée de septembre à Noël prochain. Donc en fait, c'est beaucoup de temps. Donc il faut être sûr de se dire, je vais passer autant de temps à jouer ça tous les soirs ou plusieurs fois par semaine si je suis en tournée, et être sûr de ne pas m'ennuyer, de pas... Et après, c'est très... Oui, c'est au coup de cœur, c'est le ventre presque qui parle. Un personnage, on se dit, ah ben... J'ai envie de jouer ce personnage, ça m'amuse. En tout cas, vous avez l'air de vous amuser sur scène. Les personnages ont l'air de tous beaucoup s'amuser. Oui. Pourtant, le fond de l'histoire, on en parle à l'instant, c'est des divorces, des séparations. Pour le coup, c'est pas très drôle. Mais ce qu'on observe en même temps, c'est très fidèle à ce qu'on observe dans notre société actuelle, avec effectivement une inflation du nombre de divorces, de séparations. Alors, à l'époque, c'était plus impactant, puisque c'était une époque où on ne divorçait pas encore aussi facilement. Donc ça avait peut-être encore plus de relief. C'est pour ça qu'on l'a laissé dans l'époque. Parce que la pièce date des années 70, hein, c'est ça? Début des années 80, je pense. Et nous, on l'a même mise à la fin des années 70 pour avoir le côté 70s qui est tellement marrant visuellement. Et puis on a fait on a rajouté des petites allusions à l'époque, à Pompidou, à De Gaulle, à Giscard, aux nouveaux francs, les anciens francs. Un côté très nostalgique, effectivement. Oui, on a fait des anachronismes aussi. À un moment, on parle d'une marque de meubles dont je tairai le nom. Et puis je dis le nom, je vais « Oh, pardon, ça n'existe pas encore ». Enfin voilà, ça amuse beaucoup les gens. Oui, de jouer comme ça avec les codes. Vous, justement, quel regard est-ce que vous portez sur cette inflation de séparation, de divorce, qui effectivement n'a rien de récent, puisque la pièce a été écrite dans les années 80 et que c'était déjà très prégnant. Mais quel regard vous portez sur cet éclatement de la famille, des modèles traditionnels ? Je pense que ça rend beaucoup de gens malheureux. Je ne porte aucun jugement là-dessus. Chacun se dépatouille comme il peut de la vie, mais je pense que ça rend les gens malheureux. Et puis, tout d'abord les enfants, bien sûr. Il me semble que les gens... Avant, c'était peut-être pas drôle, ça devait pas être drôle, mais c'était clair. La règle du jeu était claire. On arrivait, on avait un projet de vie. On se mariait, on faisait des enfants. Aujourd'hui, je ne sais pas si les gens ont un projet. J'ai l'impression que... Je sais pas, je me rends pas bien compte, mais ça rend pas les gens heureux. Maintenant, les gens sont sous pression, et puis on vit dans des endroits trop petits, il n'y a plus d'espace. Ça aussi, ça compte énormément. Je pense pas qu'on arrive à tenir le coup. C'est générateur de conflits, de tensions. Oui, oui, la promiscuité, c'est difficile. Ça, c'est des problèmes économiques, mais on est dans un monde économiquement, on est sous pression. Et après, ça a des répercussions sur la vie intime, sur la vie sentimentale, sur la vie de famille. Avant, on avait plus de place, mais aussi, on devait vivre avec les autres générations. C'était peut-être pas drôle aussi. Il y a quelque chose d'un peu tragique dans tout ça, au sens philosophique du terme. Voilà. Après, si on est vraiment mal avec quelqu'un, si ça se passe mal, ou si des gens se révèlent insupportables, heureusement qu'on peut partir aussi. Cette liberté-là, oui. Oui, c'est toujours à double tranchant, et c'est toujours... tout se paie, je pense. Donc la liberté se paie aussi. La famille, c'est une valeur qui est importante pour vous ? C'est une valeur structurante avec ses qualités et ses défauts. Ça peut être très pesant. Quand on n'en a pas assez, on en manque. Quand on en a trop, on étouffe. Voilà, c'est la théorie de l'élastique. Ni trop près, ni trop loin. C'est les hérissons. Quand ils sont trop près, ils se piquent, et quand ils sont trop loin, ils ont froid. En tout cas, dans la pièce, qui est pleine de rebondissements. Il y a un côté un peu étouffant, justement, de cette famille très présente, de cette mère qui appelle à chaque fois qu'elle a un différend avec son mari, qui finit par débarquer avec sa valise. Enfin, il y a quand même une vision un peu... certes amusante, mais un peu étouffante qui est donnée de la famille. C'est de la comédie, donc il faut un peu d'exagération. Bien sûr. Et puis à la fin, quand même, c'est l'affect, l'amour entre eux qui l'emporte, ce qui rend le truc très sympathique. Ça reste une comédie. Pour parler en quelques mots de votre carrière, j'ai lu quelque part que vous vouliez être costumière, que c'était vraiment quelque chose qui vous... Costumière ou être costumière, je ne sais plus très bien. C'est vrai, c'est quelque chose qui était... Oui, mais les journalistes en ont fait plus que ce que ça n'a été. En fait, moi, j'adorais les costumes. J'avais une machine à coudre et donc j'ai fait ma première pièce en tant que costumière, puisqu'un ami d'enfance qui est devenu metteur en scène, Godefroy, que j'embrasse au passage, m'a demandé de faire les costumes de sa première pièce avec sa belle-sœur et sa femme. Donc on cousait les costumes
costumes toutes les 3. Et donc, je voyais les comédiens qui venaient essayer les costumes, qui répétaient devant nous. J'ai vécu toute l'aventure des représentations. Et là, j'ai eu envie de devenir comédienne. Donc, j'ai fait une fois des costumes. J'ai toujours ma machine à coudre. Ça sert toujours. Vous en servez de temps en temps Oui, pour faire des nappes, des couettes et des rideaux. D'accord. Et du coup, donc, vous avez à ce moment-là eu envie de devenir comédienne. Donc, en fait, c'est une vocation qui est née un peu sur le tard. C'est pas quelque chose que vous aviez en vous dès l'enfance Absolument, c'est né sur le tard. Je faisais des études classiques, de lettres classiques. Donc, c'était pas du tout au programme. Oui, Cagne, Hippocane. C'est ça, du latin, du grec. Et donc, j'étais à la Sorbonne et au lieu d'aller au cours d'agrégation, je suis allée en cachette dans un cours de théâtre, au cours Périmonie. Donc vous étiez un peu un ovni dans votre famille, quelque part? Oui. Mais ma mère a très bien réagi parce que j'ai fini par le dire. Au début, je ne l'ai pas dit, puis j'ai lâché le morceau Noël. Ah, vous ne l'avez pas dit au début quand même? Non. Et puis elle m'a dit, écoute, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, mais moi, à 25 ans, je ne pourrai plus rien financer. Et à 25 ans, moins un mois, j'ai eu mon premier contrat. Et ça ne s'est jamais arrêté depuis. C'était pour Caméra Café, justement? Non, Caméra Café, j'avais déjà 5 ou 6 ans de carrière. Au début, j'ai fait beaucoup de cinéma, beaucoup de cinéma. Tous les films que vous avez cités, là, toutes les comédies des années 90, j'ai fait beaucoup. Les Visiteurs, La Belle Verte, Jet Set... Amélie Poulain. Alors Amélie Poulain peut-être moins, mais tous les signes que vous avez cités, Jet Set, Les Visiteurs, ou toutes les Arlette de Claude Zidi. Tout ça, c'est quand même plutôt des comédies. La pièce dont on vient de voir un extrait, c'est plutôt une comédie. On a plutôt l'habitude de vous voir dans ce registre-là. D'ailleurs, on parle souvent plutôt de vous comme une humoriste. C'est un choix d'être sur ce registre-là, ou est-ce que ça s'est présenté comme ça? Écoute, c'est comme un instrument de musique. Si vous êtes un violon, vous n'avez pas choisi d'être un violon. Si vous êtes une grosse caisse, vous êtes une grosse caisse. Si vous êtes une flûte, vous êtes une flûte. Moi, je suis une actrice de comédie, ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas faire autre chose. Que je fais souvent des choses très éclectiques. J'ai chanté dans un opéra, j'ai fait des lectures. Là, en ce moment, je tourne un spectacle sur Maria Callas, où j'interprète les interviews qu'elle a données dans sa vie. Vous jouez le rôle de Maria Callas, c'est ça? Oui, je lis les interviews qu'elle a données en français. D'accord. Mais j'ai travaillé la voix parlée pour parler comme elle. C'est une aventure incroyable. Et ça se joue dans quel cadre? Alors, je l'ai créé à Bordeaux pour les 40 ans de sa disparition, l'année dernière. Et maintenant, je fais une petite tournée avec. Parce que c'est vous qui étiez à l'initiative du projet. Vous êtes fan de Maria Callas? J'aime beaucoup Maria Callas. Et ce sont mes amis bordelais qui ont le théâtre Trianon. On déjeunait ensemble et on s'est rendu compte que c'était les 40 ans de sa disparition. On a voulu lui rendre hommage. Et Nicolas Delas a eu cette idée géniale de faire un montage des interviews qu'elle a données, qui sont toutes sur YouTube. Donc après, moi, j'ai pu tout voir. Et donc, j'ai pu parler avec les mêmes intonations et travailler cette façon de s'exprimer et de lire ces interviews. Et ça fait un truc étonnant. Parce que là, on n'est plus tellement dans le registre de la comédie avec Maria Callas. Il y a des petites touches drôles dans le spectacle, mais non, c'est pas de la comédie. Donc voilà, après, je suis connue comme actrice de comédie et j'en suis ravie parce que c'est ce qui me fait vivre. Et puis faire rire les gens, c'est quand même une grâce. Et c'est une émotion, le rire. Quelles sont les plus belles réactions que vous recevez alors quand vous avez joué cette pièce, que vous continuez à jouer ou d'autres pièces? Quel est le plus beau signe que peuvent vous envoyer les téléspectateurs au-delà du fait, enfin les téléspectateurs, les spectateurs tout court, au-delà de rire pendant le spectacle? Est-ce que vous avez eu des témoignages qui vous ont beaucoup touché? Oui, souvent je me dis mais c'est dérisoire ce que je fais. Et parfois les gens disent, vous savez, vous nous avez fait oublier nos soucis, vous nous avez fait du bien. Alors là je me dis bon, c'est peut-être pas si dérisoire, en fait. Voilà. Oui, le rire comme façon de dédramatiser l'existence aussi oui, pour certains. En fait, souvent les gens disent mais pendant 1h30 j'ai oublié mes soucis, j'ai oublié mes problèmes et tout. Donc nous, quand on fait notre métier, on oublie ça, on s'en rend pas compte, mais en fait ça soulage les gens, c'est comme une bouffée d'oxygène. Alors ça fait plaisir. C'est important pour vous de faire du bien aux autres, justement? Ah, c'est une bonne question. Ah oui, en fait, j'aime bien faire du bien. Et ça se manifeste par le fait de les faire rire? Est-ce qu'il y a est-ce que ça s'incarne autrement aussi? Oui, moi je me suis passionnée depuis quelques années pour l'alimentation vivante, c'est-à-dire les végétaux crus. J'ai fait des rencontres extraordinaires avec des très très grands praticiens et enseignants, dont Irène Grosjean, Thierry Casasnovas, Fabien Moine. Et ces gens-là m'ont appris ça. Et quand les gens sont réceptifs ou demandeurs, j'adore leur expliquer ça et ça fait beaucoup de bien. Il y a des vidéos de vous effectivement sur le web, si vous googlez, je le dis à l'adresse de nos téléspectateurs et téléspectatrices, sur le Chou Brave, et effectivement il y a presque une dimension un peu d'évangélisation quelque part.
Oh, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que j'aime l'idée de, à mon petit niveau, de diffuser ce message parce que c'est un message de santé, de bien-être et de simplicité. Et c'est accessible à tout le monde et dès qu'on le pratique même un peu, ça fait du bien. Ça fait du bien tout de suite. Alors pourquoi s'en priver ? C'est la responsabilité des parents, justement, on parlait de la famille, d'inculquer, selon vous, ces préceptes d'alimentation de base Oui, de toute façon, c'est la famille qui marque le début du chemin, en tout cas. Et les années décisives se font en famille. Mais bon, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a plein de messages contradictoires. Et puis, on est dans une époque extrêmement complexe, où tout est compliqué, tout est transformé, tout est industrialisé. Et ça, c'est pas facile. C'est pas évident. Alors, on va parler de ce monde complexe dans la deuxième partie de cette interview. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants, Armelle. Ah, très bien. À tout de suite. À tout de suite. Je vous propose, Armelle, de poursuivre avec la deuxième partie de cette émission avec un principe très simple. Je vous donne des mots, il y en aura 4 en tout. Et à charge pour vous de me dire ce que chacun de ces mots vous inspire. Le premier d'entre eux, c'est sérénité. Sérénité, mot magnifique. On se demande souvent ce qu'on cherche dans la vie. Parfois, on croit que c'est le bonheur. Et moi, je pense que mieux que le bonheur, il y a la sérénité. C'est plus doux, c'est plus calme, c'est moins inatteignable, peut-être. Dans sérénité, il y a un peu de sagesse, il y a un truc confortable. Vous, qu'est-ce qui vous l'apporte précisément, cette sérénité ? La nature, les animaux, le silence, le temps. Voilà, d'avoir le temps. En ce qui concerne la nature, vous arrivez à trouver le temps entre toutes ces tournées à droite, à gauche, que ce soit pour les lettres de la Calas, que ce soit pour la pièce Quelle famille et vos autres occupations diverses et variées. Vous arrivez à trouver le temps de vous ressourcer dans la nature, puisque ça a l'air d'être important pour vous ? Pas assez, mais c'est quelque chose auquel on peut penser, qu'on peut visualiser. Et en tout cas, à chaque fois qu'on est en contact avec la nature, on se sent bien. Donc c'est qu'il se passe quelque chose. Mais plus j'avance dans la vie et plus j'arrive à passer du temps. La nature, c'est tout simple. Hein. Ça peut être une graine qu'on fait germer chez soi pour faire des graines germées. Ça peut être... Parce que tout d'un coup, on est dans le temps de la nature. C'est pas le même temps, la lumière du soleil, l'alternance du soleil et de la nuit, le chaud, le froid, le sec et l'humide. La vie, elle est construite sur des cycles comme ça. L'action et puis le repos. On est dans une époque qui veut toujours aller très vite et on néglige souvent. Par exemple, après la performance ou le geste, il faut toujours récupérer. Si on ne récupère pas, on prend sur son énergie vitale et après on paye cher. Vous parliez de cultiver sa propre petite graine chez soi, ses propres petites plantes. Est-ce que vous trouvez le temps là aussi, ou est-ce que, comme vous nous disiez que c'était important pour vous de manger sainement, est-ce que vous cultivez vous aussi vos propres... Je fais des graines germées. C'est vraiment très facile parce que moi qui suis nulle à faire pousser des trucs, j'y arrive. Donc je pense qu'avec un bocal avec des trous, c'est vraiment... Tout le monde peut le faire. Et j'ai un aloe vera que j'adore. C'est magnifique comme plante parce que c'est increvable, c'est tout terrain et c'est extraordinaire pour la peau, le gel qui est à l'intérieur. On peut le mettre dans des jus de légumes aussi, ça nettoie l'intestin. C'est très coriace l'aloe vera, c'est très bien, j'aime beaucoup. Comment est-ce que vous avez découvert cette alimentation naturelle à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure, cette façon plus naturelle de vivre, de consommer, comment vous êtes tombé dedans ? Moi, j'avais un souci parce que je m'étais mise à grossir, à prendre du poids. Je ne comprenais pas pourquoi. Et je suis tombée sur une vidéo de Thierry Casasnovas. Vous pouvez aller voir, c'est un monsieur extraordinaire. Et il expliquait que la prise de poids, c'est dû à la toxicité du corps. Et donc, la toxicité, c'est dû à l'acide. Et l'acide, c'est dû aux déchets. Et donc, il faut manger des choses qui ne font pas de déchets. Et dans l'alimentation, il y a des choses qui font des déchets, d'autres qui n'en font pas. C'est très simple. Tout ce qui est végétal et cru ne fait pas de déchets. Tout le reste fait des déchets. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais manger du reste. Après, c'est une question de dosage et d'équilibre. Mais il faut essayer d'avoir plus de choses qui ne font pas de déchets, donc pas d'acide, donc pas de toxicité, donc pas de prise de poids pour se protéger de l'acide. Alors, comme personne n'avait jamais expliqué ça, je me suis dit, tiens, je vais essayer, on ne sait jamais.
Je ne savais pas à quoi m'en tenir, mais je me suis dit, je peux manger des fruits et boire des jus de légumes pendant 10 jours, il ne m'arrivera rien. Et non seulement il ne m'est rien arrivé, mais ça m'a transformée. Donc j'ai plongé là-dedans. Et après, j'ai été formée par une très grande dame qui s'appelle Irène Grosjean. Et voilà. Quand vous dites que ça vous a transformé, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bon, déjà, ça transforme physiquement, puisque le corps retrouve son harmonie. Et ça n'a rien à voir avec ressembler à des images de magazines ou des canons. C'est revenir dans l'harmonie pour laquelle on a été créé. Puisque chaque corps est harmonieux, mais il a son harmonie à lui. Donc, il y a eu ça. Et ensuite, ce que je ne savais pas, c'est que plus on nettoie son corps, plus on retrouve son harmonie, et plus surtout on est mieux dans sa tête, puisque nous avons les pensées de nos intestins. C'est relié d'une façon absolue. Donc quand les intestins sont encombrés dans la tête, on est encombré, on est lourd, on est triste, on n'y voit pas très clair. Et quand les intestins sont propres et que nos cellules baignent dans un liquide qui est lui-même propre, alors on vibre de plus en plus haut, de plus en plus léger. Et on atteint une forme de sérénité, puisque c'est le mot. Alors, la nature, on le sait, elle fonctionne par cycle. La vie d'une comédienne, c'est aussi des cycles avec des moments où il y a beaucoup de propositions, des moments où c'est plus calme. Est-ce que vous voyez des parallèles entre les deux? Ah oui, tout à fait. C'est très juste ce que vous dites. Et je pense que pour bien vivre ce métier, il faut le comprendre et l'accepter. La difficulté, c'est qu'il faut tout faire en même temps. On le fait parce qu'on ne veut pas perdre de travail. Et puis, c'est souvent des choses amusantes ou excitantes. Et parfois, il y a des périodes où il se passe moins de choses ou rien du tout. Moi, j'en ai pris mon parti, j'en profite pour vivre pour moi, tranquillement. Et c'est aussi un des privilèges de ce métier, même s'il y a avec l'angoisse de ne pas travailler. Et donc, d'un côté, il y a l'enthousiasme ou l'excitation de faire plein de choses. Et de l'autre, il y a des moments plus calmes et peut-être un peu plus stressés de se dire mais est-ce que je vais retravailler? L'alternance, c'est parfait. L'idéal, c'est quand on a du temps pour soi mais qu'on sait qu'on a quelque chose qui nous attend derrière. Voilà. En dépit de ces moments un peu stressants, un peu anxiogènes parfois, est-ce que vous avez le sentiment, pour revenir au terme de sérénité, de l'avoir complètement trouvée, la sérénité, aujourd'hui? Oh, je pense qu'à moins d'être un Bouddha avec son gros ventre tranquille et son beau sourire, on ne peut pas dire qu'on est à 100% dans la sérénité, mais si on l'effleure de temps en temps et si on la respire, ça donne l'oxygène pour continuer. En tout cas, je fais tout pour y accéder. C'est pas d'être déséquilibré le problème, c'est de revenir à l'équilibre. De toute façon, quand on est... La vie, être vivant, c'est d'être dans un petit déséquilibre permanent. Parce que si on est à l'équilibre parfait, on ne vit plus en fait, il n'y a plus de mouvement, la vie c'est le mouvement. Mais en revanche, quand on est déséquilibré, il faut pouvoir revenir à l'équilibre. Comme ça, on reprend des forces et un coup d'oxygène. C'est le principe de l'homéostasie. Tout corps laissé à lui-même retrouve son équilibre. On a parlé de sérénité, on a parlé de nature, on va parler d'un mot très cousin, c'est le mot lumière. Ah, la lumière. Alors, dans mon métier, c'est un mot important, puisque on y passe un temps fou, surtout sur les plateaux de tournage. Et la lumière, plus j'avance, plus je découvre que c'est un chargeur d'énergie extraordinaire. On ne fait pas attention à ça, mais on a besoin de lumière, et si on en manque, on est déprimé, on a moins d'énergie, le sommeil ne va pas. Donc il faut être très très vigilant avec ça. Le soleil, c'est l'énergie primaire. Donc il faut savoir la prendre au bon moment, parce que si on la prend trop au mauvais moment, aux heures de midi, on se brûle, ça ne va pas. Mais la lumière du matin et celle en fin d'après-midi est toute douce et recharge beaucoup. Et il y a aussi autre chose que j'ai compris, c'est que comme nous vivons dans un monde moderne, artificiel, la lumière artificielle, ça fait qu'on reste beaucoup dans la lumière. Il y a un spectre bleu qui dit à la glande pinéale que c'est le jour. Donc, au moment où le corps devrait envoyer les hormones pour aller vers l'endormissement, il ne le fait pas. Et donc, quand on passe beaucoup de temps dans la lumière artificielle, une fois que le soleil est couché, on se détraque pas mal les cycles et les rythmes du sommeil. Alors, il faut être très vigilant avec ça. Et moi, j'ai trouvé une paire de lunettes qui filtre la lumière bleue, le spectre bleu de la lumière. Donc, c'est des espèces de grosses lunettes oranges, affreuses, mais c'est très drôle. Et j'essaie de les porter chez moi une fois que le soleil est tombé, pour que mon cerveau comprenne
que c'est le soir et pas le matin, et qu'il envoie les bonnes informations, les bonnes hormones pour leur dormissement. L'ordinateur aussi, les téléphones, tout ça, ça envoie beaucoup de lumière bleue, ça perturbe énormément. Donc la lumière, c'est comme tout dans la nature, c'est puissant et il faut l'alterner avec son contraire. C'est jour-nuit, comme dans Les Visiteurs. La boucle est bouclée. Mais vos lunettes oranges, là, vous les portez chez vous quand vous jouez sur scène sous la lumière des... Moi, oui, parce que c'est vraiment pas beau. Sous la lumière des projecteurs sur scène, j'imagine que c'est moins évident. Alors justement, cette lumière des projecteurs, comment est-ce que vous l'avez apprivoisée ? Apprivoisée, là je ne parle pas forcément de l'énergie et de l'éclairage, je parle de ce que ça suppose en termes de visibilité, d'exposition au public. Comment vous l'avez vécu ? Alors moi, j'ai eu la chance de faire une carrière très progressive, très étape par étape. Donc j'ai eu le temps d'y aller petit à petit et pour moi, ça a été bien. Peut-être il y a des gens qui aiment les choses fulgurantes et il y a des gens qui vivent des carrières fulgurantes très jeunes et qui s'en accommodent très bien. En tout cas, le côté progressif, moi, m'a permis de dompter la chose. Et le paradoxe de la lumière sur scène, c'est qu'elle vous protège aussi parce que vous ne voyez pas les gens derrière. Quand on est sur scène, on a la lumière dans la figure, on ne voit pas les gens. Donc à la fois, on est en lumière et très exposé, mais à la fois, on est protégé parce qu'on ne voit rien. Et donc, on peut être dans son imaginaire ou dans la technicité de ce qu'on doit faire. À la limite, c'est plus difficile quand il n'y a pas de projecteur et qu'on voit les gens. Ce qui rend très difficile de devoir jouer ou parler à des gens quand il y a très peu de gens ou dans des tout petits endroits ou dans des endroits intimes. C'est beaucoup plus impressionnant que des très grands endroits, mais en pleine lumière. Est-ce que vous aimez être reconnu dans la rue ou dans des lieux de passage et inversement, est-ce que ça vous vexe qu'on ne vous reconnaisse pas ? Non, j'aime pas trop ça parce que c'est pas du tout naturel. Pour moi, c'est un métier, ce que je fais, et n'importe qui, quand on fait son métier, quand c'est fini, c'est fini. Quand on est un personnage public ou un artiste ou un comédien, pour nous, c'est fini quand on a fini de tourner ou de jouer ou d'être en interview. Mais les gens qui vous croisent dans la rue, ils vous voient et pour eux, ça se finit jamais. Alors, le côté agréable, bien sûr, c'est que les gens sont très gentils et puis il y a une reconnaissance de votre travail, ça fait plaisir. Et puis ça permet de travailler. Mais le côté pas toujours évident, c'est que parfois on est pressé, parfois on prend un train, parfois on n'a pas la tête à ça. Et voilà, alors on fait ce qu'on peut. Hein. Parfois on y arrive bien et parfois on y arrive moins bien. Maintenant, n'étant pas ni Johnny Hallyday ni Sarah Bernard... ça va, hein, ça va. Et non, je ne suis pas vexée quand on ne me reconnaît pas. Non. D'ailleurs, je me présente toujours. Alors parfois, les gens me disent « Oui, mais bien sûr, on sait qui vous êtes. » Mais je trouve que c'est bien de se présenter. D'ailleurs, très souvent, j'ai rencontré des gens très, très connus, beaucoup plus connus que moi, qui, eux, se présentaient. Je trouvais ça très, très classe. Quand on parle de lumière, il y a évidemment la lumière des projecteurs, il y a la lumière de l'extérieur, du soleil, et puis il y a aussi la lumière de l'intérieur, celle qui brille à l'intérieur de nous. Donc vous nous expliquez, c'est intéressant ce rapport à l'alimentation qui vous permet d'être plus étincelante parce qu'on est ce qu'on mange. Est-ce qu'il y a d'autres choses au-delà de l'alimentation qui vous permettent d'allumer cette flamme intérieure, cette lumière intérieure ? L'affect, tous les affects. C'est très important. Et puis en plus, c'est immatériel. On ne peut pas le mettre en chiffres, on ne peut pas le mettre dans un flacon, on ne peut pas le mettre dans un ordinateur. L'affect, les émotions, les sentiments, c'est capital en fait. C'est ce qui fait que vous avez la force de traverser une épreuve ou pas, d'attendre ou pas. Oui, l'affect, les émotions, l'amour sous toutes ses formes. Les liens avec les autres. Alors tout ça, c'est important pour vous, semble-t-il. Il y a autre chose qui est important pour vous, c'est l'authenticité. Oui, l'authenticité, c'est quelque chose... ça a à voir avec la vérité. On est dans un monde très complexe qui permet de mettre beaucoup de couches les unes au-dessus des autres ou de jouer des rôles. D'ailleurs, c'est paradoxal. Moi, je suis comédienne, je joue des rôles. Mais il faut que les gens y croient, donc il y a un moment, il faut qu'il y ait quelque chose d'authentique. Là, je travaille avec un metteur en scène qui appelle ça le foyer. Il faut que le foyer brûle et soit vrai, même si on joue un rôle, même si c'est pas soit vraiment. Il faut qu'il y ait quelque chose d'authentique au fond, sinon on n'y croit pas.
L'authenticité, pour moi, c'est une valeur à la fois de comportement, humaine, mais c'est aussi une valeur pour les objets. Avant la révolution industrielle, tous les objets étaient authentiques, puisqu'on ne savait faire que ça. Tout était fait artisanalement, donc tout était sinon beau, au moins émouvant, puisqu'il y avait une main, on sentait la main de l'homme. Moi, j'aime bien quand on sent la main. Et quand les choses sont trop industrielles ou trop en série, alors on ne sent plus ça. Ça peut être. Il y a des paysages ou des endroits urbains qui sont un peu déprimants parce qu'on ne sent plus. Alors il faut des très très grands designers, comme on dit maintenant, ou des architectes ou des urbanistes qui ont une vision très juste et très authentique pour pouvoir rendre ça humain. Oui, l'authenticité, c'est un beau mot. Pour revenir à l'authenticité des personnes, même si effectivement l'authenticité des objets est également intéressante, pour revenir à l'authenticité des personnes, donc, et notamment des comédiens, des comédiennes, est-ce qu'il peut y avoir ce risque parfois de se perdre un petit peu de vue dès lors que l'on est à fond dans un personnage qui n'est pas vous, de perdre un peu de vue qui on est vraiment à force de jouer un rôle? Bon, moi je fais beaucoup de comédie, donc j'ai moins de risques, on va dire, parce que ça reste léger. Cela dit, là, en ce moment, j'interprète les interviews de Maria Callas et elle m'a envahi beaucoup. J'ai une grande intimité avec tout ce qu'elle a dit. Et souvent, je repense à ce qu'elle a ressenti, ou à ce qu'elle a pu dire. Elle est présente. Donc j'imagine que quand on joue des rôles très prenants, ou très dramatique, très lourd, on peut en effet être absorbé par ça. Et il faut se protéger, il faut se recharger. Et en effet, c'est la difficulté de ce métier d'artiste où il faut y aller, mais sans se noyer. Voilà. Il faut plonger, mais il ne faut pas se noyer. Voilà. Alors chacun se débrouille comme il peut. Hein. Et je pense qu'il y a plusieurs solutions selon les tempéraments des gens. Il y en a qui plongent complètement, il y en a qui distancient énormément. Il y a le paradoxe du comédien, d'après Diderot. Je n'ai pas trop de théorie là-dessus, mais il m'est arrivé de refuser un rôle parce que je me suis dit, mais je vais être trop malheureuse de faire ça, ça ne va pas me rendre heureuse. Oui, voilà. Et parfois aussi, il faut savoir mettre de l'huile dans les rouages, même dans les rapports humains, et sans perdre de vue l'authenticité, pas dire totalement ce qu'on pense ou pas vexer les gens aussi, c'est important. J'aime beaucoup Philinte, le personnage de Philinte dans Le Misanthrope, parce qu'il y a une forme de sagesse. C'est la voie du milieu, c'est le Tao. Il n'est pas totalement abrupt comme Alceste, mais il n'est pas non plus hypocrite ou menteur, mais il ne veut pas qu'il y ait trop de vagues, et parfois aussi c'est important de ménager les gens. Avec Philinte, avec Diderot et même avec Maria Callas, vous nous faites voyager dans le temps. Alors justement, ce sera le dernier mot que je vais vous proposer, c'est le mot temps. Alors le mot temps, c'est un des enjeux numéro 1 des enjeux numéro 1, ça va pas comme phrase, important de nos vies et de notre société, puisque quand même, moi, à l'échelle de ma vie, je suis plus jeune mais je suis pas encore vieille, déjà je vois que ça s'accélère et que depuis que je suis née, toute la technologie ne vise qu'une chose, c'est aller plus vite toujours. Quand j'étais petite, on pouvait téléphoner sur un téléphone fixe, maintenant c'est sur un téléphone portable. Avant on recevait du courrier, maintenant c'est fait à la seconde avec des mails. Le temps, mais j'ai l'impression que ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Cette accélération, elle vous fait peur ? Elle me fait peur, oui, parce que je pense qu'il y a un moment, on n'est plus au rythme du cœur humain, de l'âme, je ne sais pas comment le dire. On sent bien dans les rythmes qu'il y a quelque chose qui correspond à l'être humain, et après, on sort de la proportion. C'est comme en architecture, il y a des proportions qui sont humaines et il y a des proportions qui sont plus humaines. Et là, c'est pareil avec le temps. Il y a un laps de temps qui est humain et un autre qui n'est pas humain. Par exemple, quand vous faites un trajet en train, vous voyez encore le paysage qui défile. Vous voyez la première fois que j'ai pris l'avion pour aller à Marseille, en 95, pour un téléfilm. Dans la même journée, j'ai fait l'aller-retour. Je suis allée faire le doublage des voix.
Et ça m'a presque choquée parce que je suis montée dans l'avion à Paris, il faisait très froid et 1 heure après, je suis descendue à Marseille dans la chaleur et tout. Ça m'était jamais arrivé, ça allait trop vite. Bon, maintenant j'ai pris l'habitude. Quand on fait ça en train, déjà au moins, on voit le paysage qui change et on comprend comment petit à petit on passe de l'Île-de-France, centre de la France, à la Méditerranée. Oui, je pense que les proportions, ça compte énormément. Il y a Olivier Rey, je crois, qui a écrit beaucoup là-dessus. Les choses marchent quand la proportion est juste, ça s'appelle l'harmonie. Et avec le temps, je trouve que c'est la même chose. Et parfois, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et si ça va plus vite que la musique, c'est artificiel et ça ne va pas. Même dans les rapports humains. On ne peut pas... parfois, il faut très vite être à tu et à toi avec des gens. Ce n'est pas possible. C'est le temps qui construit les liens. Ça ne peut pas être autrement. Alors Armelle, si j'ai bien compris, vous adorez l'histoire, vous adorez la vie des gens. Est-ce que dans ce monde qui s'accélère, on a encore le temps précisément de considérer tout ça ? Ça me frappe beaucoup qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ou les gens plus jeunes ne connaissent pas ce qui les a précédés. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai toujours été très sensible, que j'adore en fait. Quand j'étais enfant, j'adorais les vieilles personnes. Et ma première camarade de jeu était une dame qui, je pense, était née au 19e siècle, puisqu'elle devait avoir plus de 70 ans, et moi j'étais toute petite. C'est assez atypique comme situation. Mais pas tant que ça, puisque jusqu'aux années 80-90, on a pu croiser des gens qui étaient nés en 1890 ou 1900. Et où j'ai croisé des gens très âgés, dont les grands-parents ou les arrière-grands-parents avaient connu Napoléon III ou la Révolution. Donc en fait, tout ça a l'air loin, et c'est pas si loin que ça. Et j'ai toujours été très reliée, très à l'aise avec les choses du temps passé, qui sont pas si loin que ça finalement. Et tous ces gens qui nous ont précédés ont beaucoup de choses à nous apprendre. C'est pour ça que j'adore lire les biographies, parce que j'adore comprendre comment les gens se sont dépatouillés avec les émotions de la vie, les malheurs et les bonheurs de la vie, qui sont à peu près les mêmes, quelles que soient les époques et les endroits. On a la chance d'avoir des magnifiques témoignages. Il y en a un auquel vous pensez en particulier, une biographie qui vous a particulièrement touché ? Oui, il y a une biographie d'une femme que j'aime énormément, qui s'appelle Élisabeth Vigée-Lebrun, qui était peintre, qui est connue pour être le peintre de Marie-Antoinette, mais pas que. Et cette femme a écrit sa vie. Elle a une vie étonnante, parce qu'elle a connu Marie-Antoinette, elle était peintre, donc elle vivait de son art, ce qui était assez remarquable à l'époque. Elle a très vite vécu séparée de son mari, qui n'était pas à son niveau, on va dire, humainement. Et donc, elle a amené sa barque toute seule comme elle a pu. Elle a quitté la France avec la Révolution, et elle a traversé l'Europe, et elle a voyagé. Et elle vivait de sa peinture, et elle peignait, elle faisait des portraits des grands de ce monde, ce qui lui permettait de vivre. Donc, il y a quelque chose de très moderne dans cette vie. Et puis, elle a raconté sa vie, donc voilà. Et il y a eu une très belle biographie par Geneviève Haroche-Bouzinac. Ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, beaucoup. La vie de Coco Chanel aussi, assez étonnante. Quel personnage étonnant. C'est intéressant parce qu'on vous sent assez critique à la fois par rapport à cette accélération du temps, par rapport à cette vie moderne qui est finalement souvent très éloignée de nos besoins les plus élémentaires, par rapport à ces nouveaux rythmes souvent guidés par la productivité, par les chiffres. On sent un côté très nostalgique chez vous. Oui, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, étant née dans les années 70, d'avoir connu une sorte d'équilibre qui était très agréable entre ce que la modernité nous apporte comme bienfait. Je suis la première à en être très heureuse. J'adore me brosser les dents avec ma brosse à dents électrique. Et les choses d'autrefois qui fonctionnaient bien. Et j'ai l'impression que là, depuis quelques années, depuis 10, 15, 20 ans, on a basculé plus dans la rapidité ou la technicité, et qu'on a sacrifié certaines choses autrefois qui fonctionnaient. Et ça me fait un peu de peine, en fait, parce que c'était bien aussi. C'est pas que je sois contre le progrès, mais pourquoi, au nom du progrès, sacrifier ce qui fonctionnait avant ? On n'a qu'à
améliorer ce qui peut l'être et garder ce qui marchait bien, finalement. D'ailleurs, il y a un grand retour maintenant au vintage, au revival, une grande mode dans la nourriture sur les plats d'autrefois. Là, c'est le grand retour du pâté en croûte. Il y a un moment, l'être humain a trouvé des choses qui marchaient très très bien, quoi. Il y avait une intelligence, comme je disais tout à l'heure, dans les proportions, dans l'agencement des choses. Pourquoi s'en priver finalement? Pourquoi ne pas avoir le meilleur de tout, le meilleur d'autrefois et le meilleur d'aujourd'hui? En tout cas, l'idée de progrès, je pense qu'elle n'est pas si univoque que ça, quoi. Parfois, ce qu'elle vous donne d'un côté, elle vous le reprend de l'autre, ou parfois on acquiert une liberté, mais elle se pète d'autre chose. En tout cas, voilà, je ne suis pas béate et sans interrogation sur les progrès. Mais en effet, si on va à l'hôpital, on est ravis d'avoir les progrès d'aujourd'hui, ça c'est évident. Ben voilà, moi je rêve d'un monde où on aurait des progrès techniques qui rendent la vie moins compliquée, et aussi le charme et les bonnes choses d'autrefois qu'on pourrait garder. Pourquoi toujours tout supprimer? Pour parfois en plus refaire à l'identique. Par exemple, les trams, il y a beaucoup de trams maintenant dans les villes. Je crois qu'il y en avait énormément dans les années 50 ou même les années 30. Puis après, c'était devenu ringard et maintenant on les refait parce qu'on se rend compte que c'était très bien. Ou les gares. Avant, il y avait des petites gares dans tous les villages. Le nombre de villages où il y a des gares désaffectées. La maison du chef de gare et tout ça. C'était super. On pouvait aller partout en train. Maintenant, on ne peut plus. Alors finalement, où est le progrès? On pouvait faire quelque chose qu'on ne peut plus faire et qui rendait bien des services. Défaire et refaire parfois à l'identique, et hélas pas toujours à l'identique, comme vous venez de le souligner. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. On se retrouve tout de suite. Comment est-ce que ça s'est passé, Armelle, pour vous, cette expérience de vous retrouver tout d'un coup seule sur un plateau? C'est quand même relativement atypique comme expérience. Comment vous l'avez vécu? D'abord, ce plateau est particulièrement cosy. Donc ça allait, c'est pas immense, il y a des issues, des lumières, tout ça. Et j'ai bien aimé de lire les mots en face de moi, en fait. Parce que les mots, on les dit, mais de les voir écrits devant soi, ça prend un certain relief. En plus, j'adore jouer au Scrabble. Et du coup, je sais pas, ça m'a plu de voir les lettres les unes derrière les autres. C'est des bons mots, sérénité, authenticité. Bon, ceci dit, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de Z, de Y, il n'y a pas de lettres contre triple, mais... Non, il n'y a pas de grosses lettres qui font beaucoup de points. Mais comme ça, on ne s'excite pas, c'est pas plus mal, on garde son sang-froid. Absolument. Et non, c'était bien, ça faisait un voyage dans le sens des choses, et comment elles vibrent et comment elles ont un écho en nous. En l'occurrence, bon, là, c'était sur moi, voilà. Que je trouve très étonnant, je ne sais pas si c'est étonnant, mais vous avez énormément lu, on sent le côté cagneuse, Hippocane, Cannes, les références à Diderot, on sent que vous avez une réflexion très aboutie sur ce sujet, et paradoxalement, on peut vous voir parfois dans des pièces de théâtre ou dans des films très drôles, où ça fait du bien aux gens, on le disait tout à l'heure, mais qui peuvent être un peu, entre guillemets, potages, pour reprendre des façons consacrées, et il y a finalement un décalage entre les rôles dans lesquels on peut vous voir, vous incarner des personnages comme ça, qui font du bien, parce que et est-ce que vous êtes vraiment, et la réflexion que vous avez sur tous ces sujets? On est multifacette, comme les diamants. Exactement, on brille de mille feux. Comment ça s'est passé pour vous? Vous avez vécu ça comme quelque chose de difficile Ah non, c'était tellement amusant de jouer dans des comédies des années 90 et de rire et de faire rire les gens. Et en plus, j'ai eu la chance de travailler avec des très grands noms de la comédie, Colline Serrault, Claude Zidi, Christian Clavier, Jean-Marie Poiret, Josiane Balasco. Enfin, j'ai trouvé ça super. J'étais heureuse, j'ai adoré ça. Je voulais vous demander si vous avez beaucoup voyagé, et enfin, en tout cas, si vous avez peu voyagé, est-ce qu'il y a un endroit qui vous a particulièrement marqué, ressourcé, inspiré? J'ai voyagé pas mal grâce à mon métier. Qu'est-ce qui me... Oh, l'Italie, c'est quand même très bien. C'est pas si exotique, mais c'est vrai que ça reste une valeur sûre. C'est une valeur sûre, voilà. Dès qu'il y a la mer, dès qu'il y a la douceur, on est bien. Quand même, on est fait pour ça, quoi. On est fait pour la douceur. Je pense que l'être humain vient de la douceur. Enfin,
dans toutes les religions, il y a toujours un paradis, un machin, un truc, c'est toujours un jardin. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je pense qu'on est fait pour vivre dans la nature et dans un jardin. Ça doit avoir un sens vers quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai aimé dans mes voyages? Mais la France aussi, c'est extraordinaire comme endroit, parce qu'il y a des régions incroyables. Hein. Vous nous parliez de jardin à l'instant, on a beaucoup parlé de nature. Si vous étiez une fleur, vous seriez quoi? J'adore les pivoines. Qu'est-ce que c'est beau. Mais alors, ça dure pas longtemps. Hein. Et un fruit? La pastèque. Et j'ai cru comprendre que vous aimiez beaucoup la pastèque. La pastèque, mais ça me rend dingue. Mon image de fond de téléphone, c'est une pastèque. J'adore ça. D'abord, c'est magnifique. Vous coupez une tranche de pastèque et regardez, ça fait des dessins comme ça. On dirait comme des palmettes baroques. C'est d'une très grande beauté. Croquer dans une pastèque l'été quand il fait chaud, qu'on a soif, mais c'est un des plus grands orgasmes qui soit. Voilà, il va falloir que vous attendiez un petit peu là, pour le prochain orgasme, si j'ose dire. En tout cas, fruitistiquement parlant. Oui, c'est-à-dire que quand je mange ma dernière pastèque à l'automne, je sais que c'est la dernière, j'ai un petit coup de malheur parce que je sais qu'il faut attendre les prochaines et ça marche par le temps et les saisons. On ne peut pas aller plus vite. On revient, on disait tout à l'heure, les cycles. C'est ça, exactement. Les pastèques, c'est Alors l'hiver, vous la remplacez par quoi, la pastèque? Des agrumes. D'abord, il y a le raisin ensuite, qui fait la transition, qui est quand même merveilleux. Et après, il y a les agrumes, les grosses oranges. Ça, c'est bon. Vous avez eu des témoignages de gens que vous auriez, entre guillemets, évangélisés, le mot est un peu fort, mais en tout cas, que vous auriez... Légumisés, que vous auriez convaincu à votre intérêt pour les fruits, les légumes, et est-ce que ça apporte en termes de bien-être, et des témoignages qui vous auraient... Voilà. Ah oui, c'est ce qui m'a énormément touchée, c'est les retours que j'ai eus, soit des gens pour des pertes de poids, pas mal d'ailleurs. Et ça fait plaisir parce que c'est toujours... Et je ne vous dis pas du tout dans une optique de ressembler à la couverture d'un magazine, mais de se sentir bien et comme on doit être. Et ma maman, qui est une femme âgée, et que j'ai emmenée une semaine en Périgord, dans une petite maison qu'on m'avait prêtée, pour lui apprendre tout ça. Et ensuite, elle s'y est mise, pas de façon obsessionnelle ni dingue, quoi, mais juste certains points de repère que je lui ai donnés. Et elle est ravie parce qu'elle se sent bien, elle a minci, elle n'a pas besoin de médicaments. Et voilà, c'est simple et ça marche. Alors Armelle, quand vous n'êtes pas sur scène, que vous n'êtes pas en train de fabriquer des jus avec votre extracteur, ça prend un peu de temps. Exactement. Qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là? Quels sont vos hobbies, en fait? D'abord, j'essaie de voir les gens que j'aime parce que c'est compliqué de voir les gens. On n'a pas souvent du temps, ou comme je bouge beaucoup, je suis rarement dans les bonnes villes, donc ça prend du temps, passer du temps avec les gens. Et j'adore traîner, je trouve ça très agréable parce qu'on voit plein de choses, on observe plein de choses. J'aime lire aussi. Traîner, c'est justement pour vous ne pas regarder le temps qui passe? C'est ça, exactement. Le luxe, c'est de ne pas regarder sa montre, de faire les choses à son rythme. Bon, c'est rare, hein, parce qu'on est toujours cadré par des horaires et des choses. Mais faire les choses à son rythme... Je suis une rêveuse, alors je rêve, j'imagine plein de trucs. Mais c'est bien parce que quand on passe à l'action, après, on sait ce qu'on doit faire, parce qu'on l'a tellement visualisé. Là, en revanche, on gagne du temps. Alors dans ces moments-là, il y a aussi des moments de silence. Hein. Vous disiez tout à l'heure que c'était très ressourçant. Comment ça se passe pour vous, cette expérience du silence? C'est chez vous? C'est dans des lieux particuliers? Oui, soit chez moi, soit dans des lieux préservés, parce qu'aujourd'hui, on est poursuivi par le bruit. C'est horrible. On peut aller dans un restaurant sans avoir de la musique dans les oreilles, mais c'est affreux. Et les gens qui me connaissent s'en amusent, parce qu'à chaque fois, la première chose que je fais en rentrant dans un restaurant, c'est: est-ce que vous pouvez baisser la musique? Mais c'est horrible. On ne peut plus, parce que c'est un stress nerveux quand vous entendez... Et donc, si Tout vous dépend de la musique, ceci dit. C'est ça, mais c'est rarement des choses douces. Non, justement, c'est quoi la musique qui vous fait vibrer? C'est quand même des musiques que vous aimez bien, j'imagine. Oui, moi j'aime beaucoup les voix, j'aime beaucoup la musique religieuse, c'est quand même des choses merveilleuses. Et cette musique religieuse, vous aimez l'écouter chez vous, plutôt dans des églises, dans des lieux saints? Soit des concerts, soit de chez moi. J'aime beaucoup les voix, donc je suis entourée de beaucoup de musiciens ou d'amis cantatrices, donc dès qu'elles chantent, j'adore aller les écouter. C'est quel genre de musique religieuse? Il y a plein de choses différentes, ça peut être des messes de Mozart, la musique de Bach, pergolèse, il y a un répertoire considérable.
Il y a une élévation, en fait. Ce que j'aime, c'est l'élévation. Ça a produit des merveilles. Et dans toutes les civilisations, dans tous les genres de choses, d'ailleurs. On touche quand même le divin par la musique. Alors, pour le coup, Maria Callas en parle très bien. La musique est quelque chose de très divine. Vous faites bien la voix, oui, on sent que vous avez travaillé le personnage. C'est-à-dire, dès que je dis ce qu'elle dit, je ne peux pas le dire sans faire la voix en même temps. Voilà, je suis comme un Muppet Show, vous voyez. Il faut le doublage. Oui, je pense que la musique, on touche au divin. En plus, dans la musique, il y a des rapports d'harmonie très mathématiques, qu'on retrouve dans la nature. Enfin, tout ça est très mystérieux. Moi, je ne sais pas très bien en parler, mais je me doute qu'il y a quelque chose, quoi. Le jour où vous partirez, alors c'est pas gai comme perspective, mais ça nous arrivera à tous, vous le disiez, philosopher, c'est apprendre à mourir. Qu'est-ce que vous aimeriez, si Dieu existe, qu'il vous dise, qu'il vous murmure à l'oreille ce jour-là, après votre mort? Oh, quelle question. Voilà, c'était ton chemin. Chaque vie est un chemin. Après, j'ai l'impression que nous sommes des êtres spirituels qui vivons une incarnation matérielle. Et puis après, on retourne d'où on vient, au spirituel. Donc, c'est pas mal, finalement. C'est ma vision des choses pour le moment. Je ne sais pas si elle est juste, mais je le ressens comme ça. Puisqu'on stresse toujours à propos de la mort, mais on ne stresse jamais à ce qu'on était avant de vivre. Et on était exactement dans le même état qu'on sera une fois qu'on sera mort. On n'était pas là. Nous, on est comme un poste de radio, finalement. On transmet l'émission, la musique, le machin, mais ça émet bien de quelque part. Peut-être qu'on retourne de là où ça émet, tout simplement. Alors vous transmettez notamment des moments de rire, et notamment à l'occasion de cette pièce qui s'intitule « Quelle famille ?» Merci de nous avoir fait part de ce qui compte sur vous. Merci d'être venu nous parler de cette pièce dans laquelle donc, vous jouez. « Quelle famille ?» C'est une pièce, je le rappelle, de Francis Joffo, mise en scène, on ne l'a pas précisé, mais mise en scène par Xavier Vitton. Xavier Vitton, qui joue le rôle de mon mari dans la pièce. Absolument. Il y a Jean-Pierre Castaldi, il y a Simon Janin, il y a Didier Claveau, il y a Julie Lanier, et il y a Claire Conti. Et on adore jouer ensemble et on s'amuse et les gens le perçoivent puisqu'ils s'amusent beaucoup. Je confirme, c'est une pièce qui est en tournée actuellement, qui repartira sur les routes, vous le disiez tout à l'heure, de septembre 2019 à avril 2020. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur KTO. Cette émission est à retrouver sur le site kto-tv.com. Bonne soirée.